la révolution algérienne, dans les années 50, a l'importance dans le continent africain de la révolution vietnamienne dans les années 50. Du point de vue stratégie de décolonisation. Ce n'est pas le cas de l'Égypte. L'Égypte a fait un processus de décolonisation non violent, un peu comme le cas de l'Inde, même si la seule violence était la violence de rue, c'est-à-dire les manifestations, etc. Il n'y a pas eu un mouvement comme il y en a eu en Algérie. Le mouvement algérien est le mouvement asiatique, de type asiatique, on a eu l'occasion de le dire. Type asiatique, ça rappelle les guerres de guérilla qui étaient utilisées par les Vietnamiens, par les Laotiens, les Cambodgiens, etc., dans leur lutte contre les occupants. Donc à ce moment-là, on comprend mieux que le double intérêt et de l'Égypte et de la France de ne pas laisser une révolution radicale s'installer dans la région. Les Français ne pouvaient pas apparaître. Les Français ne sont pas cons. Ils ne pouvaient pas laisser, dès le départ, apparaître leur intérêt pour X, Y ou Z. Ils se sont tus. Ils se sont tus et la conjoncture les a un peu aidés dans le sens, puisque le premier chef du gouvernement provisoire, c'est Farhat Abbas, c'est-à-dire l'homme qui les connaît le mieux et qu'ils connaissent le mieux. Ils le considéraient des leurs, parce que c'est un type qui a été à l'Assemblée algérienne, il a été député à l'Assemblée algérienne, il a été... Mais qui ne les arrangeait pas autant, Pas du tout, il ne les arrange pas du tout, parce qu'il les connaît trop. Je pense que s'il avait été question de Abbas comme premier président, il ne l'aurait pas accepté. C'est très juste. Il ne l'aurait pas accepté. Il pouvait accepter un Ben Bella, il pouvait accepter un Boumediene, il pouvait accepter un Boudiaf, mais il ne pouvait pas accepter un Abbas. Parce que Abbas est au courant des rouages. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas accepter un éclairé, un visionnaire. Bien sûr, bien sûr. Il pouvait accepter quelqu'un qui pouvait manipuler très facilement. Et effectivement, les gens dont j'ai parlé tout à l'heure avaient beaucoup de courage, sans doute, beaucoup de détermination, mais sur le plan de la formation politique, la reine. Mais depuis l'arrivée directe, officielle directe, de Boumediene à la tête du pouvoir à Alger, 65, coup d'État, l'Algérie n'a jamais connu de stabilité, c'est-à-dire 65, un coup d'État, 66, dissidence au sein du Conseil de la Révolution. Il y a des cadres importants du pouvoir de l'époque, des hommes considérés comme étant les hommes de Boumediene, qui sont passés à la clandestinité dans l'opposition. En 67, tentative de coup d'État, même si, en fin de compte, il y a beaucoup de points d'interrogation sur cette démarche à la Tarsberi, etc., vouloir faire un coup d'État à pied. 68, Chabou, tentative en 70, 71, 72. Le régime, en fin de compte, n'a jamais connu de stabilité, malgré la puissance militaire, malgré la force et malgré l'exécution, la marginalisation de tous les opposants. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ce qu'on disait tout à l'heure, précédemment, c'est aussi la mise au pas des organisations politiques, du parti, de l'UGTA et des organisations nationales. Elles ont toutes été mises au pas, toutes, de manière brutale. On parlait du congrès du FLN où personne n'est allé penser les gens, les rappeler à l'ordre. Tu rappelles à l'ordre en tant que quoi? C'est un parti politique. Il a un comité central, il a un bureau directeur. Et toi, de quel droit tu viens pour rappeler à l'ordre? Ça montre bien le rapport conflictuel de cet État naissant avec des institutions, parce qu'il faut le rappeler, le FLN est antérieur à l'État algérien. Et l'État algérien tirait et va tirer pendant très longtemps sa légitimité du parrainage du FLN. Et jusqu'à ce jour, un certain nombre de gens continuent à utiliser cette stratégie de parrainage. Cette référence symbolique. Bien sûr, légitimiste jusqu'à ce jour. Donc il se trouve que les deux supports, les deux piliers sur lesquels
a été bâti l'État national en 62 sont nés avant même l'indépendance nationale. En l'occurrence, le parti et l'armée. Donc l'État est né dans le ventre aussi bien du FLN que celui de l'armée, et c'est l'armée qui a en fin de compte enfanté. L'armée a produit l'État, ça c'est indiscutable. C'est elle qui l'a mis en place par deux coups de force, celui de 62 et celui de 65, avec ce qu'ils appellent ça un redressement révolutionnaire. Dans le FLN, c'est plus complexe, c'est beaucoup plus complexe parce que dans le FLN, il y a bien entendu la direction du FLN qui peut être manipulable, utilisable, elle peut être plus ou moins intimidable, mais tu as la base. Attention, la base, elle sort de la guerre de libération nationale. Et le FLN, il va y avoir, comme on a parlé tout à l'heure de deux armées, il va y avoir deux FLN. Le FLN qui était l'OCFLN à l'intérieur du pays, qui travaillait directement en relation avec les maquisards, et tu avais le FLN bureaucratique qui était à l'extérieur, qui encadrait la population, qui la faisait défiler dans la rue, la propagande, etc. quoi. Donc il y a ces deux choses, et le FLN, autant on peut dire du FLN de l'intérieur comme des maquisards et des wilayas, que c'était là un mouvement élitaire, on peut dire du FLN extérieur que c'est vraiment le noyau bureaucratique qui va prendre, grâce à l'État, il va prendre les rênes de la mise au pas idéologico-politique. Et cette mise au pas idéologico-politique, elle est significative. Pourquoi? Parce que beaucoup d'intellectuels, et pour en revenir à eux, ne seront pas dans le FLN. Peut-être Yassine, qui était un militant très actif, refuse d'être au FLN. Mouloud Ma'amri également. Je crois Mohamed Di pareillement. Les autres... Ben Nabi également, il n'a jamais été. Ben Nabi n'a jamais été au FLN. Donc les intellectuels sont très circonspects. Très circonspects. Il y a un texte assez extraordinaire qu'il faudrait retrouver, c'est le pauvre Mouloud Ma'amri qui a accepté, parce qu'il y a un côté un peu naïf aussi du personnage, il a accepté de diriger l'Union des écrivains. Harbou Yassine lui a écrit une lettre incendiaire, à la suite de laquelle il a démissionné. Il a démissionné. Il lui dit: tu ne peux pas être dans une organisation, tu es un homme de liberté. Tu ne peux pas être un satellite du pouvoir. Tu ne peux pas être un satellite du pouvoir. Cette organisation de l'Union des écrivains est un satellite du pouvoir. C'est des primitifs. Il lui dit: tu ne peux pas, c'est pas possible. Il faut que tu tiennes haut le flambeau de la revendication de la démocratie, de la liberté, et de la liberté d'expression, etc., etc. Et Mouloud Ma'amri démissionne. Donc on voit bien que les intellectuels, Mouloud Ma'amri était membre du MTLD. Il était dans ce qu'on appelle la mouvance socialisante du MTLD. Mais en 1962, il était sans parti. Et à ce moment-là, quand il est tensé par Yassine, et en plus il y a une pression qui est faite par le parti du FLN, en disant que vous ne pouvez être responsable des organisations nationales que si vous avez la carte du FLN. L'article 120. C'est plus tard. C'est plus tard. Vous ne pouvez être cadre. Oui, c'est ça. Dans l'État. C'est différent. C'est une autre étape. C'est les organisations nationales. Or, il y avait deux organisations nationales qui échappaient à la règle. Il y avait l'UNEA, qui était au maître des communistes à l'époque, le PAX, et il y avait l'Union des écrivains. L'Union des écrivains, parce que je crois qu'il y a eu en premier temps Jean Sénat, qui a été président de l'Union des écrivains. Ensuite, il y a eu comment il s'appelle, l'écrivain de Constantine, Malek Haddad. Et il y a eu Mouloud Ma'amri. Alors que Yassine n'a pas écrit à Malek Haddad pour lui dire « sors de l'Union des écrivains ». Parce qu'il savait que Malek Haddad, finalement, avait fini par accepter la logique du pouvoir. Du fait accompli. Du fait accompli du pouvoir. Et puis Malek Haddad avait un gros problème d'identité. Il avait un problème identitaire très aigu. Paradoxalement, parce que Jean Sénac, qui est lui de mère étrangère et de père inconnu,
n'avait aucun problème d'identité. Lui, il s'est fondu dans l'algérianité à fond. Melk Haddad avait un problème d'identité, parce que la mère était française, etc. Bon, bref, nous ne parlons que très peu l'arabe, nous ne comprenons pas. Mais Yassine n'a pas jugé utile de créer un Melk Haddad pour lui dire qu'est-ce que tu es allé faire dans cette galère. Parce qu'il voyait son profil correspondre à... Il voyait son profil correspondre exactement avec cette catégorie de gens qui sont happés par le pouvoir et qui ne demandent pas mieux que d'être happés. Par contre, il a une très grande idée et très grand respect pour Mouloud Mabri parce qu'il a senti Mouloud Mabri. Mouloud Mabri, le problème de la colline oubliée, toutes les attaques par Mohamed Cherif Sahni, par Mustafa Al-Sharaf et toute la polémique et la réponse qu'il leur a faite a montré que c'était vraiment un homme qui s'investissait dans la défense des droits fondamentaux de l'individu et du citoyen. Il est allé vers la citoyenneté. Mais toute cette polémique, ce bouillonnement de la vie politico-militaire, sécuritaire, intellectuelle d'une certaine façon, se passait dans une situation, dans une atmosphère d'assassinat politique. L'Algérie a connu des assassinats atroces politiques dans cette période qui va de l'indépendance nationale jusqu'aux années 70. Jusqu'aux années 70, bien sûr que dans les années, par la suite des années 80, il y a eu quelques assassinats politiques, et nous connaîtrons plus d'assassinats politiques et intellectuels qu'après l'arrivée du phénomène intégriste en Algérie, avec l'implication d'un pouvoir également militaire dans les affaires publiques et dans les affaires de la cité. Comment tu expliques l'idée même de l'assassinat politique dans cette période qui a accompagné l'indépendance nationale et la prise du pouvoir par Boumedienne et ses acolytes? Oui. Alors... c'est lourd, je sais, c'est lourd comme question. Mais... C'est lourd comme question, c'est très pertinent, mais il faut, je pense, étudier ça avec sérénité, avec beaucoup de sérénité. Je crois que les assassinats politiques ont répondu à des tentatives d'assassinat politique aussi. C'est-à-dire l'opposition certaines oppositions ont organisé des assassinats contre des hommes de l'État et en particulier contre Boumedienne. Le dernier assassinat, la dernière tentative d'assassinat contre Boumedienne, c'est en 1974, quand il a perdu la moitié de sa moustache. En 67, je crois, ou en 68, je ne me souviens pas très bien, il y a eu l'affaire Ali Mellah. C'est Mellah qui doit tirer dessus, qui est un homme lié à Karim Belkacem mais à Amira. Donc il y a eu aussi des tentatives d'assassinat politique de gens de l'État. Il ne faut pas rentrer dans la logique qui a commencé. Parce que ça... Qui a voulu faire le coup d'État contre qui? Qui tue qui? De l'époque. De l'époque, exactement. Je pense que ça caractérise quoi? Ça caractérise les mœurs politiques de cette catégorie. Hérité peut-être de la guerre de libération. De la guerre de libération nationale et du mouvement national. Parce qu'il faut le dire, ce qui s'est passé comme assassinat entre les militants FLN et MNA en France, il va falloir un jour ouvrir le dossier. Comme les assassinats qui ont eu lieu ici, en Algérie, sur le terrain, entre les gens du FLN et du MNA, également. C'était de l'épuration. C'était de l'épuration radicale. Parce que le débat politique était impossible ou il était dangereux. Il était dangereux parce qu'il révélait des gens qui... Ce qui fait que, je ne sais pas si nos amis qui nous suivent se rappellent, j'avais dit que les gens du MTLD, quand ils parlaient des gens de l'Os, les appelaient les lourds, parce qu'ils étaient armés. Et le fait d'être armé était devenu banal à l'époque. Et les gens, s'ils s'arment, c'est qu'ils prennent de lourdes responsabilités, parce qu'ils peuvent à tout moment tomber sous l'effet d'un contrôle de police. Donc, mais armé, ça veut dire aussi être en mesure, à la moindre occasion, de descendre quelqu'un. Donc c'était quelque chose qui était dans la logique du processus. Et en même temps, ça participait d'une certaine culture de la violence, rajla, terrorisme intellectuel, tu n'es pas d'accord avec moi, donc il y a deux choses, je ne peux pas te convaincre, je t'élimine. Et quand ça devient des enjeux très gros,
qui sont sur les occupations de postes décisionnels